C'est parti pour le grand débrief de l'ActuTech. Il est 10h45. Vous nous regardez en direct sur la chaîne Bismart. Aujourd'hui, autour de la table pour commenter cette actualité effervescente, j'ai le grand plaisir de recevoir Miki Mchikli. Bonjour Miki. Bonjour Delphine. Conseillère de dirigeante, vous êtes une experte en stratégie tech et data. Et puis en face de vous, Julien Pillot. Bonjour Julien. Bonjour Delphine. Très heureuse aussi, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. Et Georgie Courtois. Bonjour Georgie. Bonjour Delphine. Très heureuse également de vous accueillir. Il n'y aura aucune exception aujourd'hui. Je vous aime tous. Georgie, vous êtes avocat. Voilà. Alors, on va confronter nos points de vue sur ce petit village gaulois, la direction interministérielle du numérique, qui adore visiblement la BD d'Astérix, puisque elle a décidé de lancer Securix et Bureautix comme des solutions pour remplacer Windows. On va parler aussi de Mark Zuckerberg, qui a envie d'avoir son avatar CEO. Voilà, un patron IA qui l'aiderait à prendre ses décisions, mais aussi à communiquer avec ses équipes. On en pense quoi ? Un peu mégalo, un peu dangereux. Alors, on va aussi s'interroger sur la dangerosité, puisque Anthropic, lui, a décidé de reporter son nouveau modèle de langage Mythos en nous disant que c'était trop dangereux. Alors, Mythos, mytho, bon, bref, vous avez compris, mytho ou pas mytho. On va aussi parler du gouvernement britannique qui resserre la vis autour des plateformes, puisque désormais, les big tech seront menacés de peine de prison pour la diffusion d'images intimes non consenties. Mais on commence avec un contre-modèle, justement, de réseau social. Il est français, il s'appelle Bull. Il se veut une réponse au TikTok et Instagram. Et pour lancer cette discussion, nous sommes connectés avec Clément Ettoré. Bonjour Clément. Bonjour à tous. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Vous êtes le fondateur et président de Bull, donc, dont la maison mère est Chabon, si j'ai bien noté. Oui, Chabon, ouais, ça veut dire bulle de savon en japonais. Ah, très bien. Dis-moi, c'est pas un peu présomptueux de lancer un réseau social français pour s'attaquer à des TikTok et Instagram ? Oui, tout à fait. Alors justement, c'est pour ça que c'est pas un réseau social, tout à fait. C'est vraiment différent. On aborde la chose de manière totalement différente. C'est un média plutôt qu'un réseau social. C'est à mi-chemin entre un réseau social et la télévision. Donc c'est pour renouer avec un socle informationnel un peu sain. Donc non, on ne s'attaque pas aux réseaux sociaux, on propose autre chose. L'idée, parce que c'est comme ça que vous le vendez quand même sur votre site, l'idée c'est quand même de proposer une autre façon donc, d'être connecté avec ses pairs, ses camarades, et puis même son réseau, pourquoi pas professionnel. Mais alors comment est-ce que vous vous y prenez pour être différent ? Alors justement, pas tellement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir comme les réseaux sociaux d'il y a 20 ans, il faut le voir comme ce que sont devenus les réseaux sociaux aujourd'hui. Par exemple, TikTok, Instagram, aujourd'hui, 70% des jeunes ne s'en servent pas pour poster des choses. En fait, ils s'en servent pour consommer de l'information. Donc, par exemple, regardez des médias ou des créateurs de contenu qui leur font apprendre des choses. Et nous, on a pris ce positionnement-là de dire, vous n'allez pas sur Bull pour discuter avec vos amis, pour poster des choses, vous ne pouvez pas poster des choses. Les seules personnes qui peuvent poster des choses, ce sont des créateurs de contenu et des journalistes qui respectent une charte de déontologie stricte. Et donc, c'est comme ça qu'on met fin finalement au cyberharcèlement, à la désinformation, etc. Par contre, sur la forme, ça ressemble exactement à TikTok, Instagram. Donc, ça permet d'assainir ces modèles-là, mais c'est pas un réseau social communautaire comme on peut le voir, comme on a pu le voir il y a 20 ans. Alors, c'est un média social. Alors c'est plutôt quoi ? Un YouTube qui aurait la forme d'un TikTok ? C'est plus, ouais, on peut le voir comme ça, effectivement. Effectivement, c'est ça. Moi, je le vois comme un TikTok sur lequel il n'y a pas de contenu dangereux pour les enfants, sur lequel il n'y a pas de pseudo-médecin qui vous explique, qu'il faut mettre fin à votre traitement sans avoir fait les études pour. Voilà. Donc, c'est plutôt un TikTok assaini. C'est comme ça que je le vois. D'accord. Vous dites que c'est pour protéger contre la désinformation, qu'il y aura des créateurs de contenu habilités à poster. Mais alors, comment vous allez faire pour les sélectionner ? Comment vous garantissez que l'information sera fiable et qu'on pourra vraiment être dans un espace de confiance ? Alors, l'objectif, c'est pas de faire un ministère de la vérité qui sélectionnerait simplement les personnes qui nous arrangent. L'idée, c'est de pouvoir laisser rentrer tout le monde tant que ça reste dans notre charte de déontologie. Et cette charte de déontologie, elle est publique. Elle se base sur les chartes de Munich, la charte de Munich qui est celle des journalistes, justement, qui fixe un cadre clair sur, par exemple, justement, la désinformation, ne pas faire d'appel à la haine, ne pas faire de cyberharcèlement. Et donc, tout créateur doit se soumettre à cette charte de déontologie. Et c'est comme ça qu'on garantit qu'on a un espace sain. Donc, il doit d'abord postuler pour rentrer. Nous, on fait une sélection en amont sur le créateur. Après, on ne vérifie pas tous les contenus. Il y aura une modération a posteriori. Mais ça nous permet comme ça de pouvoir réagir si jamais il y a un contenu qui sort de cette charte de déontologie.
Oui, alors ça c'est pour la partie confiance, il y a la partie modèle économique, parce que si vous faites référence aux médias, aujourd'hui c'est quand même un sacré défi de trouver le bon modèle économique. Vous n'êtes pas sur le modèle de l'attention, j'imagine? Alors, on est sur le modèle de l'attention. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Attention avec le modèle de l'attention, cher ami. Alors, dans le modèle de l'attention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème des GAFAM, c'est qu'ils ont poussé à l'extrême ce modèle de l'attention pour chercher à maximiser leurs revenus. Mais il faut bien comprendre qu'il y a des pubs à la télévision, comme chez vous, il y a des pubs partout. Donc nous, on a un modèle de publicité, mais c'est pas pour autant qu'on est obligé de faire sombrer les gens dans une addiction profonde et les faire passer 4 heures sur Bulle. On peut très bien avoir un modèle viable sans ça. Vraiment, il faut faire attention à pas croire qu'on est obligé de rendre un réseau social toxique pour le rendre rentable. Non, il faut le rendre toxique pour le rendre hyper rentable, entre guillemets, et faire des super profits. Mais c'est pas l'objectif de Bulle. D'accord. Voilà. Et puis il y a aussi des comptes premium, bien sûr. Il y a des comptes premium, on a un modèle économique aussi parallèle. Sur les médias, en l'occurrence, vous parlez de la publicité. Oui, c'est un modèle, mais il y a aussi le modèle payant, justement, qui permet d'avoir une certaine indépendance vis-à-vis de cette économie de l'attention. Donc vous ferez aussi du premium. Une première réaction autour de la table ? Julien ? Bonne chance. Ouais. Non, mais bonne chance, parce que il faut réussir là où d'autres ont échoué. Alors peut-être avec moins de volonté de rompre réellement avec les algorithmes addictifs. Mais je pense à Mastodon, je pense à Blue Sky par exemple, qui n'ont pas réussi à se frayer un chemin face à X ou à un degré moins de Snap, TikTok et Instagram. Ouais. Et puis le fait d'avoir effectivement des comptes d'abonnement payants n'est pas un obstacle à la mise en place d'algorithmes qui seraient extrêmement addictifs. On le voit d'ailleurs avec X, le fait d'avoir la petite coche bleue qui est désormais payante n'empêche pas du tout la direction de X d'avoir une gouvernance qui est complètement propice à la diffusion de ce type d'algorithme. Donc c'est là qu'il faudra que vous soyez vigilants au niveau de votre gouvernance chez Bulle, de faire attention à ce que vos bonnes intentions de départ ne s'effacent pas au gré des pressions actionnariales. Réponse là-dessus ? Oui, je tiens à préciser que ça risque d'être assez facile parce qu'en fait, nos algorithmes sont transparents. Donc, vous avez la formule mathématique qui est sur le site pour la première fois. C'est la première fois que des gens découvrent ce que c'est qu'un algorithme. Il y a même un simulateur sur le site pour les gens qui sont moins à l'aise avec les maths. Nous, on fait le pari de dire que nos algos sont complètement transparents. Si jamais on décide de rompre un jour avec ce modèle pour des raisons business, on va dire, je pense qu'on perdra toute crédibilité et toute la confiance des utilisateurs qui sont venus sur Bulle. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, ces algorithmes-là, qui sont pas du tout conçus pour être addictifs, qui sont conçus pour lutter contre la désinformation et contre les clivages surtout, fonctionnent très bien. On voit très bien que les centaines et milliers d'utilisateurs qui sont sur Bulle passent du temps dessus, passent un bon moment, apprennent des choses. Et sont Mais il fait quoi cet algorithme ? C'est quand même de la recommandation en fonction de ce que j'ai déjà regardé ? Quelle est la règle en fait que vous avez décidé d'imposer ? Ouais, alors, c'est très important, l'objectif de Bulle au singulier, pas comme les bulles au pluriel qui nous enferment dans nos modes de pensée. Ouais. L'objectif de Bulle, c'est d'avoir un socle commun d'information. Si aujourd'hui on est capable de faire société, moi je suis convaincu que c'est pas à cause des réseaux sociaux, malheureusement, c'est surtout parce que pendant longtemps on a eu, et on a toujours, le même journal de 20 heures. Donc c'est très important d'avoir un socle informationnel commun pour faire société. Donc les algorithmes, en fait, ils vous recommandent exactement la même chose à tout le monde. Le seul moyen de personnaliser son algorithme, c'est de le faire soi-même en déclarant des centres d'intérêt. Par exemple, si vous aimez le bricolage, vous pouvez dire « j'aime le bricolage » et vous aurez un filtre possible sur le bricolage, par exemple. Vous pouvez aussi vous abonner à des créateurs, des créatrices ou des médias. Donc, vous pouvez personnaliser votre algorithme vous-même, mais par contre, c'est pas votre usage qui va vous enfermer dans ce que vous pensez. Il y a un seul algorithme qui est centré sur l'utilisateur comme ça et qui dépend de l'usage. C'est l'algorithme contradictoire qui, justement, que vous pouvez sélectionner pour avoir accès à la contradiction, finalement. C'est-à-dire voir l'inverse de ce que vous avez l'habitude de penser ou de voir. Mais Kim ? Voilà, c'est l'anti-TikTok ou l'anti-Instagram, si vous voulez. Et ça fonctionne très bien. C'est comme ça que j'ai commencé, on m'avait dit non, pas du tout. Alors bon, mais d'accord, merci d'être d'accord avec moi à la fin. Alors bravo et merci. Je trouve que c'est une très jolie initiative. De ce que j'entends et de ce que je comprends, en fait, Clément, j'ai l'impression que vous avez pris le meilleur de tous les tests qu'ont fait ces grands de ce monde dans la tech, avec la Privacy Sandbox de Google sur le cookie less, avec toutes ces initiatives-là, et vous essayez... pas de collecte de données personnelles. Non,
Tout à fait. Limité. Ouais. Mais en fait, toutes ces initiatives pour essayer de faire quelque chose de beaucoup plus vertueux, sans chercher à être parfait, parce que à ce moment-là, vous allez certainement être confronté à la problématique de taille, la scalability, pour que votre business soit rentable. Donc vraiment, bravo et merci de cette initiative. Georgie. Moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est dans la mouvance de vous savez, aux États-Unis, Meta a été condamné en raison de l'addiction que son modèle a créé sur une utilisatrice. Donc, c'est vraiment dans la mouvance du contrôle serein des médias et dans une ligne éditoriale. Donc, c'est plutôt intéressant. Après, il faut voir, TikTok en Chine n'est pas du tout le TikTok qu'on a en Europe, et TikTok en Chine pousse du contenu plutôt qui vient qui est censé apprendre des choses intéressantes aux utilisateurs. C'est peut-être finalement un TikTok chinois à la française. On aura vraiment fait le tour de toutes les similarités. Oui. On peut savoir où sont stockées les données ? Ah, voilà. Elles sont stockées où, les données ? Les données sont stockées chez nous, sur nos serveurs à Paris. Donc voilà. Alors actuellement, on essaie de travailler avec. On a une partie sur OVH, on a une partie sur AWS, on s'en cache pas. On essaie de travailler avec Scaleway aujourd'hui pour migrer nos données à Scaleway. Donc je leur passe un appel, j'en profite pour leur passer un appel. Ils nous écoutent en plus, Scaleway, ils nous aiment bien, il n'y a pas de problème. Je serais ravi de travailler avec eux. Je tiens à préciser une chose, on a une protection des mineurs par défaut, peu importe l'âge que vous déclarez. Vous aurez une limite d'usage à 1h30 par jour et un couvre-feu la nuit, en fait, finalement. Donc, on renverse un peu les choses pour recoller avec le DSA directement. C'est très important pour nous. Le seul moyen de faire tomber le couvre-feu et la limite d'usage, c'est de vérifier son identité. Mais on peut rester parfaitement anonyme sur Bull en rentrant sur le réseau, parce que par défaut, tout le monde est considéré comme mineur pour les protéger. Voilà, c'est très important. Bon, écoutez, à tester, voilà, à tester. Et c'est vrai, bonne chance. On a envie de vous souhaiter bonne chance, je suis d'accord. Merci. Parce que va falloir convaincre, convaincre. Et puis faire migrer des gens d'une plateforme à une autre. C'est plus dur. C'est très dur. Merci beaucoup, Clément Ettoré. Je rappelle que vous êtes le fondateur et président de Bull. On s'intéresse maintenant à la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, qui lance Securix, Bureautix pour remplacer Windows. Visiblement, ce sont des grands fans de la BD Astérix. Donc, ils ont choisi, en fait, pour être tout à fait précis, de lancer leur propre distribution Linux pour remplacer le système d'exploitation de Microsoft sur les postes de ses agents. On n'est pas en train de parler d'une migration de l'ensemble de l'État ou de l'administration. Donc, c'est 234 postes qui sont concernés. Securix, c'est pour la partie OS sécurisée et Bureautix, c'est pour les postes de travail. Alors, qu'est-ce que vous dites à cette initiative ? Déjà, vous sortez un carton rouge ou un carton vert à cette initiative ? Oh là là, super, génial. Consensus. Consensus presque. Presque. Alors, qui commence ? Georgie. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'on voit, encore une fois, que l'impact des tensions avec les États-Unis a un impact aussi sur l'informatique et sur la souveraineté, avec une prise de conscience notamment de l'État français de ne pas rester potentiellement soumis à des acteurs américains. Donc, on est dans cette mouvance-là, c'est très intéressant. Après, voyons comment ça va être appliqué dans les faits et si jamais après c'est déployé sur l'ensemble des postes, parce qu'actuellement, effectivement, c'est juste à la DINUM, mais l'objectif, à terme, ce serait éventuellement de déployer dans toute l'administration française. Il y a des groupes de travail qui ont été lancés en ce sens. Oui, voilà, cet été, normalement, il devrait y avoir une grande réunion pour que ça puisse s'élargir, cette initiative puisse s'élargir aux autres administrations. Ça dit, il y en a qui ont déjà fait le pas. Enfin, je veux dire, la DINUM n'est pas forcément toute seule aujourd'hui à avoir chassé Windows de ses on est encore très loin de couvrir les millions d'agents de l'État dans les différentes administrations. Bon, vous avez mis des cartons verts, donc vous êtes tous d'accord, mais peut-être des choses à la souveraineté, effectivement, c'est plutôt intéressant. Et puis, effectivement, on voit comment les tensions géopolitiques internationales amènent à des réactions qui sont conformes à la préservation de nos intérêts. Encore faut-il que les solutions en question soient opérantes, qu'elles soient performantes, qu'elles soient interopérables avec d'autres types de systèmes d'exploitation ou d'autres types de fichiers parfaitement interopérables, ce qui posera aussi des questions de toute façon de sécurité des données. Et puis effectivement, il faudrait
pas qu'on se retrouve bloqué comme le village gaulois, pour filer la métaphore avec Astérix, dans un monde qui évoluerait en partageant en fait des interfaces, des logiciels, etc., qui ne soient pas parfaitement compatibles avec les nôtres, parce qu'on se retrouverait effectivement avec des problématiques d'économie d'échelle, où on se retrouverait avec des solutions plus coûteuses, pas forcément plus performantes, et ça nous enfermerait dans un modèle qui, je pense, ne serait pas souhaitable sur le long terme. Donc j'ai mis un carton vert pour la démarche. Maintenant, je reste vigilant sur la question économique. Un peu comme moi quand même, il y a un petit rouge. Oui, il y a la problématique de la taille à nouveau. C'est-à-dire comment on va pouvoir diffuser plus largement cette pratique. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est vraiment en concordance avec le AI Act sur le no-go, sur les données ultra sensibles, où il faut vraiment protéger au maximum ces informations. Et l'État possède la majorité de nos informations en tant que citoyen. Absolument. Moi, j'ai mis un petit rouge quand même, parce que cette tendance à tout faire soi-même de la DINU m'en énerve certains, et je le comprends, au sein de l'écosystème tech et des PME en particulier. Et puis, surtout sur la question de l'interopérabilité, parce qu'il y a d'autres administrations, par exemple la Gendarmerie nationale, qui a fait ce switch, mais à partir d'une autre, qui a créé une autre distribution, en fait, et qui n'a pas utilisé non plus le même noyau. Enfin là, ça rentre un petit peu dans la technique, mais je voulais reprendre, en fait, une question de Loïc Duval, qui est un confrère que j'apprécie beaucoup depuis de longues années, avec qui j'ai même travaillé. Il a écrit dans Informatic News, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable finalement de commencer par officialiser un vrai Linux européen ? Parce qu'on sait qu'il y a une attente aujourd'hui pour avoir une direction commune au niveau européen pour les États et les administrations. Et là, on risque, oui, de se retrouver avec une mosaïque en fait de distributions qui ne vont pas être compatibles entre elles, au sein même de l'État français et entre les États membres. Et le code est sur GitHub, qui appartient à Microsoft. Oui. Donc c'est un peu... That's life, yes. Allez, on enchaîne avec notre revue de presse. Je voulais citer Les Échos cette fois, avec un robot CEO. Mark Zuckerberg veut son clone IA pour parler aux salariés de Meta. C'est le titre des Échos. Alors, c'est quand même en cours de construction, de développement, nous dit le Financial Times. Vous mettez un carton rouge ou un carton vert à cette nouvelle idée de Mark Zuckerberg ? Mickey, mais... Ah non, alors attends, je commence par le vert quand même. Julien. Non, mais en fait, c'est la résurrection du métavers sous une autre forme, qui est de toute façon un concept qui est très évolutif. Et c'est un concept que moi, personnellement, je regarde plutôt avec des yeux assez bienveillants par rapport à l'économie que ça peut créer derrière. Non, moi, j'ai mis un carton vert parce que si ça apporte la démonstration qu'on peut se passer de certains CEO aussi toxiques que Mark Zuckerberg, allons-y à fond. Mais non, mais il sera élevé. Enfin, son apprentissage va reposer sur qui est Mark Zuckerberg. Il va surtout potentiellement apporter la démonstration qu'on peut se passer de lui. Donc allons-y. Ok. Très confiant dans l'IA, Julien. Alors, donc, une réaction plus mitigée chez Mickey. Gros carton rouge sur l'approche et la mégalomanie de l'individu. Ouais. Ça, bon, bref, il n'y a pas besoin de commenter. En même temps, moi, si j'avais une équipe à ma disposition pour créer mon avatar IA qui m'aide à mes côtés, je serais plus d'accord. Oui, mais alors, d'où mon vert. Oui. C'est ça le point. Alors, bien sûr, je finis juste sur le rouge, parce que ce qui fait que nous sommes des humains et que nous allons cohabiter avec cette IA, c'est le lien, c'est la proximité, c'est ressentir les émotions. Bref, vous avez compris, je ne vais pas les développer sur ce terrain-là. En revanche, vert, parce qu'on ne va pas pouvoir lutter contre. Et qu'il donne le ton, il donne le là, il trace un sillon. Aujourd'hui, je travaille avec pas mal de boîtes qui sont en train de développer des assistants IA, CEO, où les CEO donnent accès à l'ensemble de leurs données. D'accord. Et l'assistant gère au mieux l'ensemble des informations. Donc ça va de prise de rendez-vous avec la banque parce que les données bancaires sont accessibles. Alors ça se passe bien sûr aux États-Unis où il n'y a pas forcément RGPD et toutes ces contraintes qu'on peut avoir. Mais pourquoi se priver de se faciliter la vie ? Je retourne quelques années en arrière. On ne va pas laver notre linge sale à la main. Ouais. On est content d'avoir une machine à laver, un sèche-linge. Donc après, la question c'est comment autour de ce progrès, cette innovation, cette révolution, on s'organise, on se structure parce qu'on ne peut pas lutter contre. Donc rouge contre Zuckerberg, mais vert parce que c'est le sens de l'histoire, il faut s'adapter. Ok, très bien. Georgie, on est rouge tous les deux. Alors moi je suis rouge pour le côté mégalomaniaque de Zuckerberg. En fait, le problème, c'est pas tant je suis d'accord avec Mickey, c'est pas tant l'utilisation des agents IA qui va devenir en fait
quelque chose d'obligatoire dans la gestion, dans la productivité, ça c'est super. En revanche, il va jusqu'à créer un avatar vidéo réaliste avec sa voix, ses intonations, etc. Donc il se crée un vrai jumeau numérique. Oui. Et en fait, ça fait un peu, je sais pas, complexe divin, je sais pas, qui va donner sa bonne parole à ses et puis du coup, utilisateurs. on est présent, toujours disponible. Voilà. Du coup, c'est plutôt ça, moi, qui me gêne. Après, je suis en revanche totalement favorable à l'utilisation des agents IA. C'est nécessaire. Mais bon, c'est plutôt le côté mégalomaniaque qui me pose problème. Comme si les 79 000 employés de Facebook attendaient la parole divine de Mark Zuckerberg pour prendre des décisions au jour le jour, soit dit en passant. Oui, parce qu'ils sont tous là, frappés à sa porte. Mais tu peux pas nous répondre maintenant. Moi, j'ai mis un rouge parce que, oui, je suis d'accord avec Mikim. On a un risque de déshumanisation quand même aujourd'hui dans les entreprises. J'ai un confrère qui me racontait, qui appartient à un groupe américain, ces entretiens annuels, ce sont des cases à cocher. D'accord ? C'est un formulaire. Il ne rencontre personne. Il n'a aucun retour sur cet entretien. Enfin, c'est quand même lunaire. Donc ça, premier carton rouge. Et puis ensuite, sur l'aide à la décision. C'est vrai qu'on nous dit, en fait, ce sont des aides, ces IA et tout ça, on va prendre des décisions. Mais quand on est Mark Zuckerberg, c'est-à-dire que c'est hyper incarné aujourd'hui, les boîtes de la tech. Hein. Ça vaut pour Elon Musk, ça vaut pour Apple, pour Google. C'est très incarné par des patrons. Qui peut croire que Mark Zuckerberg va suivre une décision d'IA ? Mark Zuckerberg va être Mark Zuckerberg à la tête de Meta. Basta. Voilà. Allez, autre info. On passe à France Info qui titre « La start-up Anthropic reporte la sortie de sa nouvelle IA Claude Mythos, jugée trop dangereuse pour la cybersécurité actuelle. » En fait, c'est une IA qui apporte une nouveauté dans la cybersécurité. Elle va chercher elle-même les failles dans les logiciels. Et alors, elle en aurait trouvé tellement que ce serait tellement dangereux qu'il ne faudrait pas le mettre entre toutes les mains. Qu'est-ce que vous en pensez ? Carton jaune, vert, rouge, comme vous voulez, pour ce report. Qu'en dites-vous ? Ouais. Voilà, très partagé encore, pardon, excusez-moi. Tout le monde est d'accord sauf moi. Tu fais cavalier seul. Oui, merci de votre soutien. Pourquoi vous êtes tous d'accord ? En fait, il y a aussi du storytelling, c'est aussi hyper important, parce que quand ils ont eu le report, ils ont expliqué qu'elle était extrêmement dangereuse, Claude Mythos, parce qu'elle avait réussi à s'échapper elle-même d'un environnement sécurisé, etc. Donc, il y a ce storytelling qui est un peu particulier. Après, oui, c'est énorme, ce storytelling. Après, il y a quand même une initiative Glasswing qui réunit tous les acteurs de la tech pour contrôler l'utilisation de ces IA qui permettent notamment de détecter des failles des 0D. C'est important dans le sens où si jamais on met ça sur le marché sans contrôle et qu'on découvre tout un tas de failles qu'on n'est pas capable de combler, on est à un risque systémique dans l'IT. Donc vert pour cette prise de conscience, et je pense d'ailleurs c'est une position où c'est un positionnement d'Anthropic d'être versus OpenAI, d'être vraiment dans l'éthique, dans une approche humaniste. Ouais, totalement. Oui. Mais c'est de la com, mais si jamais la com parfois peut amener quelque chose de bien. Sur les actes, ok. La com, ça marche. Ils ont une posture, et c'est pour ça que je mets ce vert. Ils ont lancé leur constitution avec cette fameuse philosophe écossaise. Je trouve que c'est bien, c'est vraiment conscientiser un tout petit peu ce qu'il y a derrière. Alors peut-être que je pourrais te rejoindre un chouïa sur le rouge, c'est-à-dire que on est déjà dans un, on va dire, état d'esprit anxiogène de façon générale contre l'IA, donc ça n'arrange pas, mais en même temps, l'idée, c'est plus de la prévention des risques et de montrer qu'on peut être responsable et que donc on peut faire confiance à certaines IA. Ok, Julien. En deux mots, si c'est un coup marketing, il est réussi parce qu'effectivement tout le monde en parle. Mais si ça ne l'est pas, et il y a quand même 2-3 éléments qui laissent à penser que tout n'est pas complètement bullshit marketing dans tout ça. C'est plutôt très intéressant comme démarche de mettre le principe de précaution au service de la communication peut-être, mais aussi au service d'autres choses, parce que si Mythos est capable de faire ce qu'on lui prête, ça créerait un énorme déséquilibre en fait, tel qu'on ne peut pas l'imaginer entre des personnes qui auraient des intentions malveillantes et qui auraient accès à des armes nucléaires qui leur permettraient de faire des attaques zero day un peu partout de façon systémique, comme le disait... Attaques zero day, c'est-à-dire de trouver des failles qu'on n'avait jamais identifiées auparavant. Exactement, et de mettre en défaut l'ensemble de nos systèmes en fait, électroniques, de communication, de défense, etc. Versus des personnes qui jouent en défense et qui sont complètement désarmées
vis-à-vis de ce type d'outils. Donc oui, effectivement, si effectivement Mythos est capable de faire ce qu'il prétend pouvoir faire, le mettre en quarantaine, sous surveillance actuellement, je pense que c'est vraiment la seule bonne décision à prendre. Moi, je trouve que vous êtes vraiment tous des victimes de la communication. Parce que Mythos, c'est pas sous surveillance, en fait. C'est un outil nouveau qui permet de trouver des failles, chercher des failles en toute autonomie. Ça, ok, c'est intéressant pour augmenter la cybersécurité, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais aujourd'hui, c'est entre les mains de gens responsables qui travaillent sur ces sujets. C'est juste ça. Et donc, c'est de la com. Pourquoi ? Parce que ça fait des années que ça marche comme ça dans la cybersécurité. On a des outils, on a des experts, on a des équipes de recherche aujourd'hui qui vont travailler sur la recherche de zero day, de failles dans les logiciels. Elles les gardent pour elles, ces informations, elles se les communiquent entre elles, entre des groupes importants. On va dire à Microsoft, attention, il y a une faille zero day dans ton Windows, Microsoft va le corriger, et ensuite c'est rendu public. C'est juste normal, en fait. Enfin, je veux dire, ça se passe comme ça aujourd'hui dans la cybersécurité. Il n'y a pas de mise sous surveillance. C'est simplement, ils respectent les règles et c'est le minimum qu'on puisse attendre. En le disant. Mais il n'a même pas besoin de le dire. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Si, pour le grand public, tu as besoin de le dire. Mais il est premier. Il serait le premier à se tirer une balle dans le pied, à sortir un truc qui communique des failles zero day sur ses propres logiciels. En plus, sur le nombre de failles, soi-disant que Mythos aurait trouvé, on ne sait pas combien il y a de faux positifs, personne n'a regardé exactement ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon. Et puis moi, ce qui me contrarie, c'est ce discours permanent en fait, d'Anthropic à chaque fois sur on a un truc super dangereux, donc c'est super puissant, mais avec nos IA, ce sera tranquille, vous pouvez venir chez nous, il n'y a aucun souci. Bon, voilà, moi Le principe de précaution au service de la com. Oui, mais c'est très bien, tant mieux. On a le temps de parler de Libération, très vite fait, qui titre sur les deepfakes sexuels au Royaume-Uni. Le gouvernement veut des peines de prison pour les patrons de la tech. Voilà, c'est un amendement qui a été déposé par l'exécutif. Vous dites bravo ou alors ça va trop loin ? Bah alors. Pourquoi ça va trop loin ? Enfin, Georgie, l'avocat. Non, pourquoi ça va trop loin ? Parce que donc ça vient à l'origine, vous savez, de l'utilisation de deepfake par Grok, par Elon Musk, qui a permis effectivement la diffusion de contenus pornographiques, enfin en tout cas dénudés de personnes. Donc, mais là-dessus, il y a déjà des contrôles, il y a déjà des lois, il y a déjà une réglementation qui encadre ça. En tout cas en France. En Angleterre, ils font ça, c'est très bien. Mais encore une fois, là, pour le coup, c'est un peu un effet d'annonce. Vous n'allez pas mettre Elon Musk en prison. Enfin, au bout d'un moment, il y a ça aussi. C'est moi qui suis tombée dans le piège de la com. Ouais, c'est ça. C'est qu'on contrôle et qu'on sanctionne, évidemment. Mais ça, il faut une lutte totale contre mais est-ce que ça peut être dissuasif quand même de mettre en responsabilité, en fait, les hauts dirigeants des entreprises ? Ça peut, mais encore une fois, je doute de l'applicabilité de ce type de mesures. Oui. Julien. Non, il y a des modèles en économie du droit, notamment les modèles dérivés des travaux de Gary Becker, etc., qui mettent justement en parallèle la mise en place de mesures extrêmement dures, parfois même au pénal. Et c'est de ça dont on est en train de parler sur les incitations et les comportements des entreprises. On voit que ça marche, mais jusqu'à un certain point. Se pose derrière la question du contrôle, se pose aussi la question derrière de la bonne foi des plaignants, parce qu'on peut imaginer aussi des jeux à plusieurs bandes où on utiliserait ce type de texte pour pouvoir nuire à quelqu'un en particulier. Et puis, en fait, on va s'arrêter où ? C'est-à-dire, on commence par ce genre de choses. Effectivement, on peut être d'accord avec la cause, mais après, c'est quoi ? C'est les messages politiques qui vont pas dans le sens de la doxa ? Eh ben, nous, on va s'arrêter là, parce que c'est la fin du débrief. Et donc, nous, on avait dit bravo, Mikim. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été avec moi pour ce grand débrief de la tech. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 10h45 en direct, et puis lundi pour de nouvelles discussions sur la tech sur la chaîne Bismart.